Et nous entendrons notre Premier ministre qui a été ministre de l'Éducation nationale, M. Bayrou, le 14 mai à 17h. La convocation est envoyée, il sera bien là le 14 mai à 17h. François Bayrou, dans ce 4e épisode, je vous raconte les coulisses de l'audition du Premier ministre, une audition qui a capté l'attention de toute la France, une audition qui a duré 5h30 et une audition qui nous apprend beaucoup sur cette affaire Betaram et plus largement sur les enjeux de notre commission d'enquête parlementaire. Alors pourquoi choisit-on d'auditionner François Bayrou, l'actuel Premier ministre de la France? Eh bien parce que François Bayrou est au cœur de l'affaire Betaram, cette affaire Betaram qui a déclenché la constitution de notre commission d'enquête parlementaire. Et il est au cœur de cette affaire Betaram au titre de ses responsabilités passées. Il était président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, ministre de l'Éducation nationale dans les années 1990, au moment où de premières plaintes sont déposées contre des adultes de l'établissement. Et François Bayrou est auditionné aussi au titre de ses responsabilités actuelles, celles de Premier ministre, des responsabilités qu'il a engagées en répondant à une question que je lui ai adressée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 11 février dernier, et en répondant à cette question par un mensonge fondateur. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Betaram, victimes de violences pédocriminelles? Évidemment, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Alors nous auditionnons François Bayrou le 14 mai 2025. C'est presque la dernière des 40 auditions que nous avons conduites dans le cadre de notre commission d'enquête avec Violette Spilbout, ma co-rapporteure, avec Fathia Kellaouechi, la présidente. Nous l'auditionnons le 14 mai, c'est-à-dire au moment opportun dans la démarche que nous avons engagée, une démarche qui vise à faire toute la lumière, une démarche de vérité autour de ces enjeux liés à la prévention, à la lutte des violences, contre les violences en milieu scolaire. Le 14 mai, nous travaillons déjà depuis 2 mois. Le 14 mai, nous avons effectué plusieurs contrôles sur place et sur pièce. Nous avons collecté des centaines, des milliers de pages de documents et plusieurs de ces documents vont être mobilisés pendant l'audition de François Bayrou. Et le 14 mai, nous avons déjà entendu, devant notre commission d'enquête, sous serment, plusieurs des protagonistes principaux de cette affaire Betaram. Je pense notamment au juge Christian Mirande, au gendarme Alain Hontan et à la professeure lanceuse d'alerte Françoise Gulung. Françoise Gulung, c'est la professeure de mathématiques, c'est la lanceuse d'alerte, la première qui, témoin de faits de violence au sein de l'établissement, va les dénoncer par courrier d'abord, qu'elle adresse à toute une série d'autorités. Et le 17 mars 1995, et elle nous décrit cette scène sous serment lors de son audition, Françoise Gulung va directement à la rencontre de François Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale, pour l'alerter. J'entends sur ma gauche dans une salle un adulte qui hurlait sur un enfant, qui le cognait, j'entendais les coups, et venait en face de moi Madame Bayrou, donc bêtement, hein, je lui dis mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle n'a pas compris ce que j'attendais. Ça c'est clair, elle n'a pas compris. On entendait les coups, on entendait les hurlements et on entendait l'enfant qui demandait grâce, qui disait arrête, tu me fais mal. J'avais des enfants qui étaient écrasés de fatigue, qui étaient ternes. Bon alors là, j'ai commencé à aller voir l'infirmière parce que j'ai voulu comprendre. C'est que les enfants étaient mis au garde à vous au pied de leur lit et que ça pouvait durer 2 heures, 3 heures. J'ai commencé à signaler. J'ai écrit à monsieur Bayrou. L'infirmière l'avait déjà fait quelques temps avant, sans réponse. J'ai écrit moi aussi, sans réponse. Vous allez rencontrer là physiquement monsieur Bayrou à l'occasion d'une remise de décoration. Oui. Et là, vous avez rapporté dans la presse l'avoir à nouveau informé. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode, nous le décrire? Ouais. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce qu'il vous répond? Je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais. Il ne m'a jamais répondu, je tente. Donc je suis allée à lui et je lui ai dit, monsieur Bayrou, c'est vraiment grave ce qui se passe à Betaram, il faut faire quelque chose. Et il m'a simplement répondu, mais on exagère, voilà.
Le juge Christian Mirande revient quant à lui sur une rencontre en 1998 entre François Bayrou et lui-même, une rencontre à son domicile. L'actuel Premier ministre va le trouver. Il va, pendant près de 2 heures, nous dit le juge, le questionner sur une affaire extrêmement grave, celle du père Caricart. Le père Caricart qui vient alors d'être mis en examen pour viol sur mineur. Et le juge Mirande affirme, là encore sous serment, qu'à l'occasion de cette rencontre, nous sommes en 1998, c'est important de rappeler cette chronologie, il informe François Bayrou des violences sexuelles, des violences pédocriminelles commises à Bétarame. C'est très important que le juge Mirande le réaffirme sous serment, car antérieurement, François Bayrou, dans la presse et à certaines occasions, avait nié ou minimisé la portée de cette rencontre. Bien évidemment, ce n'est pas fortuit, puisqu'il est venu chez moi, à mon domicile. J'ai été surpris qu'il dise cela d'ailleurs. Il a commencé par nier la rencontre. Ensuite, il a dit que c'était fortuit pour admettre qu'on s'était rencontrés. Ce n'était pas fortuit du tout, puisqu'il a fait la démarche de venir à mon domicile. François Bayrou, lui, le 15 février 2025, déclare que cette rencontre, elle a eu lieu sur un chemin, parce qu'il vous aurait croisé sur un chemin. Vous nous confirmez que c'est bien chez vous que cet échange a eu lieu? Tout à fait, c'est bien chez moi. Et d'ailleurs, était présente une de mes filles avec un de ses amis. Très bien. François Bayrou déclare également que vous auriez abordé ce sujet des violences sexuelles et des crimes du père Caricart. Je cite le Premier ministre au détour d'une phrase. Pourriez-vous revenir sur le temps qu'a pris cet échange avec François Bayrou? Quelques heures, peut-être 2 heures au moins. D'accord, donc je fais un petit point d'étape. François Bayrou déclare qu'il vous a rencontré par hasard. Vous dites, vous, qu'il est venu vous trouver. François Bayrou décrit une discussion qui aurait lieu sur un chemin. Vous nous indiquez sous serment que cette discussion a eu lieu chez vous. François Bayrou suggère un bref échange au détour d'une phrase, dit-il, et vous nous confirmez que cette discussion a eu lieu pendant au moins plusieurs heures. Alors le 12 mars 2024, François Bayrou indique au journal Le Monde: jamais je n'ai été au courant de cette histoire, celle de Caricart. À ce moment-là, en 1998, je n'ai jamais entendu parler des accusations de viol. Alors, est-ce que cette déclaration vous paraît sincère? Alors, il faut rappeler d'abord qu'à l'époque, les médias locaux et peut-être même nationaux avaient largement diffusé la teneur des actes commis par Caricart. Donc, quand il est venu me voir, il était, à mon avis, obligatoirement informé déjà par les médias. Et moi-même, avec lui, je n'ai échangé des propos qui restaient dans le cadre de ce que les médias avaient diffusé, largement diffusé même. Donc en 1998, François Bayrou sait qu'il y a eu des violences sexuelles à Bétarame. Au moment où il est venu me voir, oui. Enfin, le gendarme Hontan. Le gendarme Hontan est un gendarme aux états de service exceptionnel qui a longtemps été membre de la section de recherche à Pau. Et sous serment, là encore, il apporte une information extrêmement importante, celle qui décrit une possible intervention de François Bayrou en 1998 dans la procédure judiciaire en cours ouverte contre le père Caricart. Et ce témoignage, il a une portée très, très grave potentiellement, car si François Bayrou est intervenu dans cette procédure judiciaire, eh bien, il l'a fait en parfaite illégalité. La présentation était prévue à 14h. Donc moi, j'étais là à 14h avec Pierre Caricart. Monsieur Mirande m'attendait à la porte de son bureau et il m'a dit: Monsieur Hontan, la présentation est retardée. Le procureur général demande à voir le dossier. Il y a eu une intervention de Monsieur Bayrou. Je ne suis pas le seul enquêteur de la section recherche à savoir que François Bayrou est intervenu, puisque dès le lendemain du reportage qui a été diffusé à 7 à 8, j'ai l'un de mes collègues qui m'a fait un message en me disant, donc le 17-2, j'étais au courant, monsieur Mirande me l'avait raconté à l'époque. Alors vous voyez, les éléments s'accumulent dans les semaines, dans les jours qui précèdent l'audition de François Bayrou. François Bayrou réagit publiquement avant le 14 mai à certains de ses propos. Il déclare, par exemple, je le cite, « Les juges et les gendarmes, ça se trompe comme les autres ». Je ne sais pas s'ils mentent, les juges et les gendarmes, vous savez, ça se trompe comme les autres. Pour minimiser, pour contester, au fond, l'importance, la gravité de ces témoignages tenus sous serment devant notre commission d'enquête. Et François Bayrou, à l'approche du 14 mai, va
continuer à s'exprimer et va faire varier à de très nombreuses reprises sa version des faits sur des aspects assez fondamentaux de cette affaire dite Betterave. Dès lors, l'évidence de sa convocation s'impose. L'audition du Premier ministre est devenue incontournable. Nous entendrons notre Premier ministre qui a été ministre de l'Éducation nationale, M. Bayrou, le 14 mai à 17h. La convocation est envoyée, il sera bien là le 14 mai à 17h. Alors ça y est, la date est désormais dans la tête et dans l'esprit de chacun. Le 14 mai, François Bayrou sera entendu par notre commission d'enquête. Et à partir donc de sa convocation, une certaine pression va commencer à monter, à s'exprimer, une pression politique d'abord, avec l'entourage du Premier ministre, Marc Fesneau, le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, Patrick Mignola, un très proche, qui est aussi ministre chargé des relations avec le Parlement, qui parcourt les plateaux et qui commence à s'en prendre à la commission d'enquête parlementaire, à ses rapporteurs, commence à attaquer au fond l'objet même de nos travaux. Marc Fesneau, demain le Premier ministre sera entendu par la commission parlementaire née du scandale Betterave. Est-ce qu'il va jouer son poste ? Non, il joue pas son poste. Je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que sinon ça voudrait dire que certains veulent en faire une instrumentalisation politique. Et on voit bien que M. Vanier fait ça depuis le début. Président de la commission. Président de la commission d'enquête. Puis dans la presse, cette fois en off, des conseillers, l'entourage du Premier ministre qui calomnie une part des protagonistes de cette affaire, en particulier la lanceuse d'alerte Françoise Gulung. Cette pression, ces attaques, ces injures parfois, elles vont avec des messages plus indirects qui peuvent être transmis à l'un ou à l'autre, nous appelant à, au fond, renoncer au travail, à la mission que nous ont confiée nos collègues et à la très grande responsabilité qui pèse sur nous et à l'attente des Françaises et des Français. Il y a la pression politique et puis il y a le jeu de l'appareil médiatique avec une montée en température à l'approche de l'audition de François Bayrou. Et vous le savez, depuis le début de nos travaux, avec Violette Spilbout, nous avons souhaité répondre à toutes les sollicitations de la presse par souci de transparence et pour informer les Françaises et les Français de l'avancée de nos travaux. Nous savons que nous sommes suivis, attendus et il est important pour nous de rendre compte de ce que nous faisons. C'est dans cet état d'esprit que nous avions accepté plusieurs semaines avant le 14 mai l'invitation d'Apolline de Malherbe à nous rendre sur son plateau le matin de l'audition de François Bayrou pour venir présenter ces enjeux et plus largement revenir sur les travaux de notre commission d'enquête. Alors je veux vous dévoiler la coulisse de ce qui a précédé l'annulation, puisque cette invitation a été annulée parce qu'elle est sans doute intéressante et qu'elle peut-être vous permettre d'accéder à une des réalités du fonctionnement de notre démocratie qui est aussi confrontée parfois au jeu des appareils médiatiques. Cette invitation, elle n'a cessé d'être confirmée quasiment tous les jours jusqu'à la veille du 14 mai où très soudainement, mon équipe reçoit un appel téléphonique de l'équipe d'Apolline de Malherbe qui très brutalement annonce que nous sommes annulés, Violette Spilbout et moi-même, que nous ne pourrons pas le lendemain aller sur le plateau de BFM TV, car la veille au soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé qu'il voulait faire une intervention qui jusqu'ici n'était pas prévue, et il va en effet aller sur TF1 pendant plusieurs heures, livrer tout un tas de considérations. Et le message qui est passé à mon équipe par celle d'Apolline de Malherbe, c'est on a reçu un coup de fil de l'Élysée, le président va faire des annonces extrêmement fortes ce soir et donc il faut que vous traitiez le sujet le lendemain matin. C'est l'argument qui est présenté pour justifier de notre annulation. Vous voyez que c'est assez questionnant cette intervention directe, indirecte, je ne sais pas, du palais de l'Élysée, qui a des conséquences importantes puisqu'elle va nous priver de parole, Violette Spilbout et moi-même, le matin du 14 mai. Cette annulation est extrêmement brève et elle ne nous permet pas de trouver de solution de repli. Alors je suis aussi très surpris de découvrir que ce 14 au matin, c'est un député du Rassemblement national qui est l'invité d'Apolline de Malherbe pour revenir sur l'émission du président de la République, une émission au cours de laquelle, en vérité, il n'a fait aucune annonce, sinon réaffirmer
son soutien à François Bayrou. Et ma stupeur est encore plus prononcée lorsque quelques jours plus tard, Apolline de Malherbe reçoit François Bayrou lui-même et qu'elle livre avec lui une interview d'une très grande complaisance, allant jusqu'à s'engager à reprendre sur le site de BFM TV des éléments qui sont en vérité les éléments de la propagande du Premier ministre. Je dis que les cyberattaques, je dis que empêcher un homme et un responsable politique d'apporter les preuves... Donnez-les-nous. Qu'il... François Bayrou, donnez-moi les preuves. Donnez-les-moi, moi je les montrerai sur BFM, je les montrerai sur RMC. Si votre site internet bug, ce que je veux dire c'est que si le site internet bug, il y a d'autres moyens de les donner. Ce pays n'empêchera pas que des documents puissent être montrés. Je vous transmettrai la totalité des documents et vous les mettrez en ligne aussi. Très bien. Et vous donnerez... Je m'y engage. Alors cette audition, nous allons la préparer avec Violette Spielbout, comme toutes les autres, sur la base des documents que nous avons saisis lors de nos contrôles sur place et sur pièce, et en nous nourrissant aussi des auditions qui ont été tenues devant notre commission dans les jours et les semaines qui précèdent. Toutes les questions ont été préparées avec sa collègue Violette Spielbout, députée Renaissance. Ils sont donc à l'opposé politiquement, mais travaillent ensemble depuis 3 mois sur le dossier Betaram. C'est parti pour préparer l'audition de François Bayrou? Oui, on est à moins de 2 heures. On a déjà un peu commencé à la préparer. C'est plutôt la fin de la préparation. Tu lui montres un certain nombre de courriers qu'on a en Ouais, version j'utiliserai des originale. documents, notamment certains de ceux qu'on a saisis sur place. Et puis après, toi, tu rentres dans le rapport, je crois. Donc moi, un rapport de 96. Donc moi, je vais revenir vraiment sur la façon dont s'est fait le rapport, lui poser quelques questions très précises sur les sujets de transmission. La même façon en lui montrant les lettres. Là, j'ai récupéré la lettre originale dont on avait parlé. Parfait, ouais. Et ensuite, c'est moi qui y vais sur, au fond, l'enjeu de sa connaissance ou de son ignorance des faits de violence physique et sexuelle à Betaram. Donc là, toi, tu détailles. Ouais. Les 2 députés se préparent, l'audition va bientôt commencer. Cette audition, nous la préparons à 2, très méticuleusement. Il n'y a pas de surprise, ni pour Violette Spielbout, ni pour moi-même. Nous savons dans quelle direction, l'un et l'autre, dans quel questionnement nous allons aller. Ces questionnements sont complémentaires. Ils s'enchaînent avec un but, pour elle et pour moi, eh bien, aller à la vérité, éclairer les défaillances, les dysfonctionnements autour de cet établissement Betaram qui ont conduit à ne pas diagnostiquer l'existence de ces violences, à ne pas les faire cesser et qui ont conduit à ravager la vie de dizaines, de centaines d'élèves des années 1950 jusqu'aux années 2010, peut-être jusqu'à plus récemment encore. Alors, cette audition, elle va commencer dans une ambiance assez extraordinaire. Il y a une présence de la presse qui est extrêmement massive, il y a des médias du monde entier qui sont là, toutes les rédactions des médias français sont représentés. Et puis, dès les premiers instants, on sent qu'il y a une tension du côté du Premier ministre, de son entourage aussi. François Bayrou vient accompagner. Il y a autour de lui son chef de cabinet, plusieurs de ses conseillers, de ses conseillères qui vont, dans toute l'audition, lui faire passer une série de notes, lui souffler à l'oreille des éléments de réponse. Et on sent immédiatement que François Bayrou est dans la provocation. Il l'est en venant avec cet ouvrage, La Meute, vous savez, cet ouvrage de propagande, de fiction, écrit par 2 journalistes, j'y mets des guillemets, puisque l'entièreté des propos qui sont rassemblés dans ce livre sont des propos imaginaires. Cet ouvrage est immédiatement présent sur la table de François Bayrou et il va le brandir à un moment donné de notre échange, ce qui est une indication très forte, et nous le comprenons dès le début, François Bayrou ne veut pas coopérer, il ne veut pas se soumettre à l'épreuve de vérité qu'est cette audition, il ne veut pas contribuer à la manifestation de la vérité, au diagnostic des défaillances par l'État dans la détection et la lutte contre les violences, et il va au fond se livrer à une sorte d'audition de rupture, si je peux me permettre cette expression, en niant, en contournant les questions et en agressant la commission d'enquête. En agressant la commission d'enquête en général, jusqu'à sa présidente. C'était pas dans la liste. Vous m'avez demandé de vous soumettre à l'avance les documents. Et je n'avais aucune envie de vous soumettre les documents. Excusez-moi. Excusez-moi. Il se trouve que je n'ai pas eu le sentiment que la commission était totalement objective.
et puis ses rapporteurs, et moi en particulier, à l'endroit de qui il va se déchaîner pendant 5h30. Monsieur Vannier, je vois bien la stratégie un peu pauvre que vous utilisez. Monsieur Vannier, j'ai déjà décrit votre méthode qui consiste à essayer de tirer la réalité pour nourrir un procès en scandale. Et monsieur, toujours la même méthode. Vous essayez chaque fois de reformuler de manière scandaleuse ce qu'on vous dit. Je reste moi extrêmement calme, extrêmement serein, parce que d'abord je m'attends à cette attitude qui est celle d'un homme violent, d'un homme qui d'ailleurs, à l'occasion de cette audition, va manifester qu'il est empreint d'une culture de la violence, une culture de la violence aussi contre les enfants. Je m'attends à cette réaction et je reste, et nous restons, concentrés sur notre fil, sur le déroulé de nos questionnements. Vous nous lisez là, Monsieur le Président, à nouveau la conclusion, 5 lignes d'un rapport qui fait près de 3 pages, et vous revenez toujours à cette conclusion. Monsieur le Premier ministre, lors de notre contrôle sur place et sur pièce à l'établissement actuellement Boramo, anciennement Betaram, avec Violette Spielbout, nous nous sommes rendus dans les archives de l'établissement. Et nous avons saisi un document qui est le compte-rendu d'un conseil d'administration qui date du 7 octobre 1996. Dans ce compte-rendu, 7 octobre 1996, dans ce compte-rendu apparaît le passage suivant. Le père Landel, le directeur de l'établissement, indique qu'il va falloir mener une réflexion sur la violence demandée par M. Bayrou. Qu'avez-vous, Monsieur le Premier ministre, à nous dire de cette demande que vous avez adressée en 1996 directement au directeur de l'établissement pour engager une réflexion sur la violence à Betaram? Je dis que c'est formidable. Je dis que c'est la preuve exacte formulée par les intéressés que j'ignorais complètement. Ça veut dire que j'ai saisi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je demande qu'il y ait une réflexion sur la violence. Monsieur le Premier ministre, j'ai du mal à vous suivre. Depuis tout à l'heure, vous nous dites que ce rapport d'inspection d'avril 1996 contient des conclusions qui sont absolument favorables, qui n'appellent pas de réaction de votre part. Et vous nous dites là, maintenant, qu'en octobre, vous demandez directement au chef d'établissement d'engager une réflexion sur la violence? Je ne comprends pas, c'est une contradiction très importante dans vos déclarations. Nous avons des questions très précises, nous avons des questions qui s'appuient sur des documents, car je veux le dire, nous ne sommes pas là, nous, dans un moment de politique politicienne, comme François Bayrou a choisi de s'y vautrer. Nous sommes dans un exercice fondamental, celui d'une démocratie parlementaire, celui de députés qui sont là pour contrôler l'action de l'exécutif, qui sont là pour poser des questions et qui sont là surtout pour répondre à une attente très forte de la société, des victimes en particulier. Et j'aurai tout au long de ces 5h30 d'audition à l'esprit la parole de ces victimes. Je reste bouleversé par leur rencontre, la parole de ces victimes, la parole aussi des lanceuses d'alerte que nous avons rencontrées pendant ces semaines de déplacement partout en France, des lanceuses d'alerte que François Bayrou va très violemment attaquer pendant cette audition. Et je suis alors stupéfait de constater que le Premier ministre, devant la France entière, car l'audition est diffusée en direct sur toutes les chaînes d'information en continu, eh bien, porte un message menaçant à l'encontre de celles et de ceux qui veulent dénoncer les violences. C'est un message terrible, un message dévastateur qui dit beaucoup de qui est François Bayrou. Alors cette audition, malgré l'attitude consternante, brutale, violente, agressive, insultante de François Bayrou, elle apporte quand même des éléments qui sont des éléments très importants, je crois, et très intéressants pour nos travaux. D'abord, François Bayrou, en faisant une nouvelle fois varier sa version des faits, cette fois sous serment, bien confirme qu'il a menti préalablement à l'Assemblée nationale devant les députés lorsqu'il avait affirmé solennellement n'avoir jamais été informé de quoi que ce soit de violence sexuelle, de violence a fortiori sexuelle. Vous vous en souvenez, et cette fois-ci, devant nous, sous serment, il reconnaît avoir été informé par la presse de ces violences dès les années 1995. Je maintiens que les seules informations que j'ai eues étaient celles qui étaient dans le journal. Je n'en ai pas eu d'autres. Et j'ai les dates précises des articles des journaux.
Et je n'ai pas eu d'autres informations, ce que votre question induisait. Mais jamais je n'ai entendu parler de violences graves, et jamais je n'avais entendu parler de violences sexuelles, jamais. Et c'est uniquement par la presse, en 1995 et 1997, que je n'ai entendu parler. Je ne sais pas si c'est clair, mais je le répéterai autant de fois qu'il faudra. Je n'ai jamais entendu parler de violences sexuelles avant que le journal La République des Pyrénées, L'Éclair des Pyrénées et Sud-Ouest fassent mention de ces violences sexuelles. Ce qui pose donc la question de son inaction à partir de cette date, une inaction coupable, puisqu'elle a ensuite conduit à ce que des dizaines, des centaines d'enfants soient les victimes des pédocriminels de Bétarab. Deuxième élément que je retiens de cette audition, les contradictions nombreuses de François Bayrou dans ce moment du 14 mai. François Bayrou, par exemple, nous dit, et je viens d'y faire référence, que c'est par la presse qu'il apprend les violences. Et lorsque je l'interroge sur certaines d'entre elles en particulier, notamment celles qui sont déjà documentées dès 1993, il est déjà ministre de l'Éducation nationale, François Bayrou, à cette date, là tout d'un coup, François Bayrou nous dit qu'il ne lit plus la presse et prend cet argument pour justifier de son ignorance des faits. Vous voyez, je suis sous serment. C'est la première fois que j'entends parler de ce jugement que vous évoquez d'un surveillant qui a donné un coup sur la tête. Jamais. Oui, mais excusez-moi, j'ai le droit de ne pas lire la presse. Non. Tout à l'heure, vous nous avez indiqué n'avoir été informé que par la presse de ces faits de violence. Et là, vous répondez, pardon, mais je n'ai pas lu la presse. Je veux pointer aussi probablement un parjure, un faux témoignage du Premier ministre devant notre commission d'enquête, un faux témoignage sous serment. Et il y a là une atteinte extrêmement grave à la commission d'enquête, une offense qui est faite à l'Assemblée nationale. Et j'ai donc saisi par courrier la présidente de notre commission d'enquête, Fathia Kellawachi, car elle est la seule à cette étape à pouvoir saisir la justice pour statuer sur ce fait de possible parjure. Je dis parjure car François Bayrou, ça n'est pas le cœur du sujet, mais cela peut-être nous permet de mieux comprendre quelle est la valeur de la parole du Premier ministre. François Bayrou va affirmer sous serment qu'il avait envisagé de porter plainte contre un journal, le journal Mediapart. Mon intention était de porter plainte contre les organes de presse qui avaient annoncé que j'avais donné 1 million d'euros à Bétarab cette année-là. C'est un article de Mediapart autant que je me souvienne. Mais dans une chronologie qui rend parfaitement improbable cette explication, car à la date où François Bayrou annonce ce projet de plainte, il évoque un article qui n'existe pas, qui sera écrit 1 mois plus tard. Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Et donc comment porter plainte pour diffamation contre un article qui n'a été ni rédigé ni publié? C'est impossible. C'est donc que François Bayrou a produit un faux témoignage. Je souhaite que la justice soit saisie et qu'elle puisse statuer sur ces faits très graves s'ils sont avérés. Au-delà de ces points particuliers et importants, ce qui me frappe après 5h30 d'audition, c'est la violence du Premier ministre, la violence qu'il a exprimée par son attitude très agressive, très hostile, mais la violence dont il semble empreint, une culture de la violence faite aux enfants, avec des mots qui sont absolument choquants, qui minimisent la portée de gestes qui sont pourtant réprimés par la loi. C'est dans ce moment où je reviens sur le geste qu'il a eu à l'encontre d'un enfant, il y a plusieurs années, cette gifle. Je vous propose de l'écouter car les mots qu'il a sont frappants et nous disent beaucoup de qui François Bayrou est encore aujourd'hui. En passant la main, j'ai trouvé la main d'un petit garçon qui était en train de sortir mon portefeuille de ma poche. Et je lui ai donné une tape. Pas une claque, pas quelque chose de brutal. C'était pas du tout une claque violente. C'était une tape, en effet, de père de famille. Et si quelqu'un ici pense que jamais il n'a donné une tape à un enfant
je crois que beaucoup, s'ils sont honnêtes, pourront admettre qu'ils l'ont fait. Mais c'était un geste éducatif. Et le père me dit, chez nous, on ne touche pas aux enfants. Et je lui ai dit, si mon fils, vous avez piqué votre portefeuille, je comprendrai parfaitement que vous l'ayez remis ainsi dans le droit chemin. Et je le maintiens encore aujourd'hui. Alors, ce n'est pas conforme au canon de... Mais c'est la vérité de la vie. Culture de la violence, violence, agressivité à l'encontre de la commission d'enquête, et violence verbale, déchaînement à l'encontre de Françoise Gulung, cette lanceuse d'alerte, à laquelle le Premier ministre s'en prend très vigoureusement. Elle n'est pas là pour lui répondre. L'affirmation qu'elle a faite sous serment devant vous est une affirmation qui ne peut pas tenir, qui ne peut pas être acceptée. Et donc, je dis que cette affirmation est une affabulation, sous serment. Il n'est pas vrai que Mme Gulung connaissait Caricart. Je pense que cette dame a reconstitué et fallacieusement, et qu'elle a été par la médecine scolaire réputée dérangée. Et c'est un message aux conséquences dévastatrices qui est porté devant des millions de Français, car à ce moment-là, la France entière, en tout cas beaucoup de Français regardent en direct sur les chaînes d'information en continu cette audition. Message dévastateur parce que le Premier ministre menace au fond celles et ceux qui osent dénoncer les violences dont ils sont témoins. Et c'est ainsi que je vais conclure cette audition en réagissant à ces propos. Une fois et une dernière fois ce soir pour moi, parce que viendra là ma dernière question. Vous ne répondez pas aux questions que je vous pose, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes dans une stratégie qui consiste à éluder les questions, à les contourner. Vous êtes dans une entreprise de déresponsabilisation qui n'a pas permis, je crois, suffisamment ce soir d'éclairer le questionnement de fond de la commission d'enquête, même si nous avons pu constater à quel point vous avez à nouveau, ce soir, fait varier vos déclarations. Nous avons pu constater que ces grandes questions, que saviez-vous, ont trouvé des réponses. Vous saviez beaucoup de choses. Que cette question, qu'avez-vous fait, ont trouvé d'autres réponses, rien ou si peu, que vous ne lisiez que les conclusions des rapports d'inspection et que de cette lecture très partielle, des conséquences très graves pour les élèves étaient apparues. J'ai une dernière remarque, vous en ferez ce que vous voudrez, Monsieur le Premier ministre, mais je veux, en conclusion de cette audition, et en revenant sur la façon dont vous vous en êtes pris à Madame Gulung, à cette enseignante lanceuse d'alerte, qui a eu la force, le courage de dénoncer les violences terribles dont elle était témoin. Vous avez ce soir, après d'ailleurs que votre entourage, dans la presse ces dernières semaines, se soit aussi attaqué à elle, qualifiant de délire dangereux ses propos, vous en êtes pris à cette femme, à cette lanceuse d'alerte. Je dois relever qu'à Châlons-en-Champagne, à Riaumont, à Bétharram, à chaque fois, ce sont des femmes seules qui, à chaque fois, sont calomniées, comme ce soir, vous avez calomnié Madame Gulung. Ce sont ces lanceuses d'alerte qui sont la cible de ceux qui veulent entretenir l'omerta. Et comme nous sommes regardés ce soir, Monsieur le Premier ministre, par des victimes, par des collectifs de victimes qui se sont constitués au moment où nous créions notre commission d'enquête, parce que nous sommes regardés ce soir par des hommes et des femmes qui peut-être s'interrogent sur leur volonté de devenir à leur tour des lanceurs d'alerte, je veux leur dire que la représentation nationale, les députés que nous sommes, cette commission d'enquête parlementaire, fera tout pour les protéger, fera tout pour que ces crimes soient dénoncés, quel que soit au fond le mépris, l'arrogance, l'insulte parfois que vous avez manié à leur destination. Message donc de force, de solidarité, de soutien à toutes les victimes et à tous les lanceurs d'alerte qui ont pu être très inquiétés par beaucoup de vos propos ce soir, Monsieur le Premier ministre. Alors quels enseignements est-ce que je tire de cette audition ? Le premier, c'est que le Parlement, lorsqu'il assume ses responsabilités, fait vivre notre démocratie et que nous avons rempli parfaitement, je crois, en tout cas du mieux possible, notre mission de parlementaire, de député. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'un Premier ministre en exercice est contraint de répondre à une commission d'enquête parlementaire. Et vous l'avez vu, nous ne l'avons pas ménagé respectueusement, mais nous sommes allés au bout des questions que nous avions à lui poser. Nous avons posé toutes les questions que nous souhaitions poser à François Bayrou. Deuxième enseignement, c'est la confirmation, et elle a une portée politique, au-delà des travaux de notre commission d'enquête, qui est très grande, qui est très grave. La confirmation que François Bayrou a menti.
devant la représentation nationale, devant les députés, et ce, à plusieurs reprises, en affirmant être absolument ignorant des faits de violence à Betaram. Il reconnaît finalement sous serment en avoir été informé dès 1995. Cette confirmation, elle pose la question de la responsabilité du Premier ministre, elle pose la question de son départ, elle devrait poser la question de sa démission, ou de sa démission par le président de la République Emmanuel Macron. Et à défaut de la démission de François Bayrou, elle interpelle chaque parlementaire qui peut, par une motion de censure, conduire à son départ. Pour ce qui est du groupe de la France Insoumise auquel j'appartiens, nous avons la conviction qu'à l'occasion d'une prochaine motion de censure, cet enjeu de Betaram sera un argument, un motif pour appeler à la chute du gouvernement de François Bayrou. Et troisième constatation, à l'issue de ces 5h30 d'échange, François Bayrou savait, et il n'a rien fait. Il savait pour les violences physiques, il savait pour les violences sexuelles, il le savait alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale, président du conseil départemental, qu'il avait tous les moyens d'agir pour faire cesser ces violences. Il ne l'a pas fait et à cause de cette inaction, des dizaines, des centaines d'enfants ont vu leur vie ravagée. Ça, ce sont les conclusions du rapporteur, Paul Vannier, de moi-même. Et puis, je veux en évoquer une autre, les conclusions médiatiques, traitement médiatique de cette audition. Cette audition, elle s'est finie par un mensonge supplémentaire de la part du Premier ministre. Je vous propose de l'écouter. La première phrase de sa question, c'était « Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, pourquoi avez-vous protégé, n'avez-vous pas protégé les pédocriminels les élèves de Betaram de l'école Notre-Dame de Betaram, victimes de violences pédocriminelles ?» Alors c'est un mensonge de plus de François Bayrou. Je n'ai jamais accusé le Premier ministre de protéger des pédocriminels. Je l'ai interpellé pour comprendre pour quelles raisons il n'avait pas agi pour protéger les enfants victimes de violences pédocriminelles à Betaram. Mais au fond, peu importe. Ce qui m'intéresse là, et je vous laisse juger, c'est de voir comment ce dernier mensonge, devant une commission d'enquête parlementaire, va être immédiatement repris et propagé sur toutes les chaînes de télévision dès le lendemain matin pour, au fond, alimenter la campagne de disqualification que François Bayrou et son entourage ont engagée contre notre commission d'enquête parlementaire et plus largement contre l'Assemblée nationale. L'affaire, le fameux mensonge ou les mensonges du 11 février démarre sur une question de Paul Vannier qui, à la tribune de l'Assemblée, l'accuse, je mets des guillemets, d'avoir couvert des pédocriminels. Il n'y a pas pire accusation. Il n'y a pas pire accusation. Vous avez répété au Premier ministre qu'il avait protégé des pédocriminels. Sauf qu'il a été quand même assez directement attaqué, notamment par le député insoumis qui est co-rapporteur de cette commission, Paul Vannier, qui lui a quand même dit à plusieurs reprises qu'il avait protégé des pédocriminels. Alors chacune d'entre vous jugera de ces traitements médiatiques. Il était fait pour disqualifier notre commission, pour la paralyser. Ça n'a pas fonctionné. Après l'audition de François Bayrou, avec Violette Spilbout, nous avons continué à entendre Elisabeth Borne notamment, à travailler, à analyser les éléments qui étaient à notre disposition et nous sommes entrés dans la phase de rédaction de notre rapport. Notre rapport, et je m'en félicite, je m'en réjouis parce que je souhaite qu'il soit une contribution très forte à l'enjeu de la lutte contre les violences commises en milieu scolaire. Notre rapport a été adopté par la commission d'enquête le 25 juin dernier avec 50 recommandations que nous partageons avec Violette Spilbout et nous serons maintenant extrêmement attentifs au suivi de ces recommandations. Nous travaillerons peut-être ensemble à l'élaboration d'une proposition de loi pour les traduire de la façon la plus concrète, la plus rapide possible afin de protéger demain tous les enfants, quel que soit le statut de l'établissement scolaire dans lequel ils sont scolarisés. Ce rapport, eh bien, je vous propose de vous en parler la semaine prochaine dans le prochain épisode de notre série. Rendez-vous dimanche à midi.